Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour, c'est vous. Donc là, par rapport à la dernière fois, on a quelques minutes d'avance parce qu'on avait pris quelques minutes de retard la dernière fois. Donc on va commencer, on va attendre, on va dire, que tout le monde s'installe petit à petit. Et en attendant, je vous incite à commenter pour justement partager ce moment avec nous dire ce que vous pensez du sujet, nous dire aussi, en tout cas argumenter, donner vos inputs, etc. Et poser vos questions si vous en avez aussi, et surtout partager la vidéo pour que ceux qui ne sont pas au courant que nous sommes en live puissent nous rejoindre. Donc je vais laisser Dr Sis présenter. Et après on va continuer, on est là on va dire pendant 1h30 pour justement parler de cette thématique qui s'appelle Si les femmes savaient. Si les femmes savaient. Alors il paraît qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on sache, donc voilà. Merci beaucoup Seynabou et coucou tout le monde, bonjour à toutes celles et ceux qui suivent la page yaï.sn. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de faire votre connaissance virtuelle. Alors, je suis le docteur Mama Boussi, je suis médecin de formation, enseignant et chercheur, et surtout j'ai une casquette d'acteur de la société civile, un acteur engagé dans la promotion de l'activité sportive et la lutte contre les maladies non transmissibles, mais aussi engagé pour le droit des femmes. Oui. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons profité du mois de mars, qui est le mois consacré aux femmes, pour partager certains événements qu'on a la chance ou la malchance de vivre en tant que praticien. Tout à fait. Et voilà, et ça s'est illustré à travers ces échanges qu'on a eus, à travers les femmes, si les femmes savaient. Si les femmes savaient. Donc c'est véritablement comme l'appellent nos amis de UN Women, donc les femmes aux Nations Unies, on appelle ces spécimens les he for she. Donc ce sont des hommes qui se positionnent pour défendre des femmes. Donc et à mon avis, ce sont les meilleurs féministes qu'on peut avoir. Donc, pourquoi avoir choisi justement l'écriture pour s'adresser aux femmes et défendre leurs droits? Alors, j'ai choisi l'écriture parce que je suis un peu de l'ancienne génération, bien vrai qu'on est connecté à Internet. Oui, on le voit à l'image de tous les bouquins de l'ancienne génération, c'est bien. On est de l'ancienne génération et l'écriture, même si maintenant elle est de plus en plus... elle est abandonnée, elle garde quelque chose de magique. C'est-à-dire, l'écriture, c'est l'imagination. Oui. L'écriture permet d'aller explorer ce terreau fertile qu'a l'être humain. Et je pense que c'est une très belle manière d'illustrer la réflexion. En sachant que je ne me positionne pas comme quelqu'un qui veut donner des leçons, mais plutôt comme quelqu'un qui veut faire bouger les limites, faire réfléchir et en évoquant certaines questions. Et l'écriture a été pour moi un bon créneau pour pouvoir en parler. Mais d'une manière générale, j'essaie de m'adapter au public que je suis. C'est-à-dire, quand je parle avec un public, c'est des enfants, je vais faire des activités qui peuvent intéresser les enfants. Mais là, pour ce sujet-ci, voilà, l'écriture est un premier pas avant qu'on puisse aller vers d'autres supports tels que le théâtre. Voilà, on verra ce qu'il y a. Carrément du théâtre? Ah oui, carrément. Moi en fait, tu m'épates quoi, parce que jusque dans le théâtre, donc c'est magnifique, parce qu'aujourd'hui, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à la communication, c'est justement d'investir un certain nombre de canaux, de techniques qui ne sont pas forcément liées à notre pratique pour faire passer des messages. Donc en l'occurrence, tu parles de théâtre, mais l'écriture, c'est en tout cas ce levier-là, ce canal-là que tu as utilisé pour parler de cette thématique et si les femmes savaient. Donc effectivement, si les femmes savaient, mais si les femmes savaient quoi? Si les femmes savaient quoi? Alors si les femmes savaient, je vais dire un ouvrage, même si c'est juste une esquisse, un peu provocatrice. On a voulu provoquer, mais après on a voulu aussi rester dans le correct. Mais rien que par le titre, en fait, le titre a plusieurs sens et peut être vu de plusieurs manières.
Alors, si les femmes savaient, dit par un homme, j'espère que ça choque les femmes, qu'elles se disent, mais pourquoi ils pensent qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, quelque part, c'est ce qu'on a cherché à travers les titres, faire susciter un peu de mécontentement chez les femmes, qu'elles se disent, mais pourquoi ils se positionnent il peut nous enseigner quelque chose, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? Parce que c'est déjà une chose. Et l'autre chose aussi, parce qu'il faut savoir qu'en fait, on a essayé d'écrire cet ouvrage. Il y a deux lectures qu'on peut toujours avoir. Aujourd'hui, les hommes qui vont voir si les femmes savaient, ils vont se dire oui, effectivement, on a des choses à enseigner aux femmes. Mais si on changeait le titre et qu'on mettait si les hommes savaient, vous savez, ça n'aurait dérangé personne parce que les gens auraient dit homme c'est le sexe masculin, mais c'est aussi l'humanité. Alors c'est une critique par rapport à ça. Pourquoi est-ce que homme désigne humanité et la femme ne désigne pas humanité, la femme désigne un sexe? Pourquoi aujourd'hui je ne peux pas dire si les femmes savaient et que les hommes et les femmes puissent s'identifier à ce terme-là, alors que c'est la femme qui donne la vie? Tout à fait. Alors, quelque part, si les femmes savaient, c'est si celle qui donne la vie savait, c'est si l'humanité savait. Si l'humanité savait. Et effectivement, en lisant ces 7, on va dire, nouvelles, on voit vraiment que ça aborde des thématiques aussi bien de santé que des thématiques sociétales, etc. Et on voit encore la réalité parce qu'on se projette, on se dit non, maintenant au Sénégal, c'est une société moderne, il y a des choses qui ne se passent plus, etc. Mais on touche quand même cette réalité et surtout cette réalité rurale parce qu'on a encore des choses qui ressemblent à ça en termes d'actualité en monde urbain, mais au niveau rural, il y a encore beaucoup de choses qui sont d'actualité. Qu'on a cru avoir éradiqué et c'est intéressant justement de partager cela parce qu'à travers la pratique de la médecine, vous êtes amené à bouger un peu partout dans le monde, dans le pays et ensuite dans le monde et ça permet d'avoir ce tableau-là assez réaliste de la situation. Et donc, avant d'entrer vraiment dans cette thématique des problématiques sociétales, de santé, etc., on va d'abord parler de cette relation, justement, je parle d'humanité. Quand on parle d'homme, on désigne l'humanité et la femme, c'est un sexe. Et la première question, c'est justement quelle est cette image qu'on donne à cette femme et surtout les hommes. Quelle image ces hommes-là ont, les hommes et toi aussi. Voilà, les hommes, vous avez de nous. Parce que souvent, on dit oui, les hommes, mais on ne sait pas, peut-être qu'on ne prend pas le temps aussi de se mettre à la place des hommes et de voir quelle est la perception. Quelle perception ils ont de nous? Oui, alors, c'est plusieurs réponses à cette question. Mais d'abord, laisse-moi te dire que je trouve que au niveau des offres qu'on a en termes de plateaux ou bien de sujets, il y a des choses dont on ne parle pas. On ne parle pas assez des choses qui nous concernent de tous les jours. Mais surtout, il y a des gens qui ne parlent pas, alors qu'ils doivent parler. Le débat ne doit pas être juste figé par... on invite juste des religieux ou bien des gens qui ont fait de la sociologie, mais on n'invite pas des gens comme des médecins. Et les médecins, eux aussi, ils ne parlent pas. Très chers collègues, si vous me regardez, parlez. S'il vous plaît. Docteur, médecin, parlez. Il faut parler parce que nous n'avons pas choisi ça. Mais par notre profession, nous sommes amenés à vivre des situations, à voir des choses dont personne ne peut témoigner, à part nous. Et c'est important qu'on participe à ce débat de la société pour faire évoluer la société. Si on ne parle pas, il y a beaucoup de questions qui ne vont pas avoir de répondant. Et c'est important qu'on puisse utiliser notre stature. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes médecins, les gens nous écoutent, les gens croient en nous, les gens nous suivent. Donc, nous avons une voix pour porter le combat. Et je pense que ce combat concerne et doit concerner l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, moi, me dérangent au siècle où nous sommes. Aujourd'hui, je peux être dans une assemblée avec 10 femmes, je suis le seul homme. Quel est l'article qu'on va utiliser pour nous désigner? On va dire « ils sont ». Pourquoi il y a 10 femmes, il y a un homme, on va dire « ils sont ». Il y a un problème. On se rend compte que même la langue qu'on nous apprend dès le bas âge, cette langue nous dit indirectement qu'il y a une supériorité de l'homme par rapport à la femme. Alors très souvent, il y a une phrase qui me fait sourire quand je l'entends, c'est quand on dit la femme, le cerveau de la femme, c'est comme ses seins, c'est courbé vers le bas. Alors en Wolof, on dit
jigéen nu wey ñi sëggee noonu la xel bi sëggee. Alors on dit ça. Et quand on dit ça, je suis souvent choqué qu'il y a des femmes à côté, elles disent elles acquiescent, ça ne les dérange pas. Et elles se disent oui, c'est vrai, mais je suis désolé, c'est pas la réalité. Nous tous, on est enfants d'une mère, on voit comment nos mères gèrent les foyers, on voit nos mères, malgré le fait qu'elles ne sont pas éduquées, aller dans le monde rural. Vous voyez des femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui gèrent les finances, qui gèrent la popote. C'est ça. Donc ça ne traduit pas du tout la réalité. Donc pourquoi aujourd'hui on va continuer à dire des propos qui pour moi sont des propos qui sont déplacés? Je pense qu'actuellement là où nous sommes, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter encore certains propos qui ne sont basés sur aucune réalité, qui veulent mettre l'homme dans une situation de supériorité par rapport à la femme. Il y a une différence, on n'est pas les mêmes, on n'est pas égaux, nous n'avons pas la même sensibilité, nous n'avons pas la même force. Mais aujourd'hui le développement a fait que ces choses-là ont changé. Et c'est important, je ne vais pas dire qu'on est une discussion d'égal à égal, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire à la femme, oh, tu vas avoir les mêmes choses que l'homme. C'est pas possible. Elle doit avoir plus. Elle doit avoir plus, parce qu'aujourd'hui on parle d'équité. C'est pas l'égalité, c'est l'équité. L'équité c'est quoi? Une personne qui est défavorisée, lui donner beaucoup plus de chances pour qu'elle puisse avoir accès aux mêmes droits qu'une personne qui n'a pas. C'est très important cette approche par l'équité, parce que effectivement aujourd'hui une femme, je suis désolée, jusqu'à preuve du contraire, c'est elle qui enfante. Oui. Et donc quand elle enfante, si la société, ou surtout je pense à l'environnement professionnel, si l'environnement professionnel ne s'adapte pas à ça, on est dans une situation d'injustice. Exactement. C'est ça. Ouais. Et effectivement, une femme enceinte, on ne va pas pouvoir continuer à lui demander un certain nombre on ne va pas avoir la même attente, etc. Et par contre, si on la mettait dans les conditions favorables, elle pourrait continuer à assumer cette maternité qui est du fait de la nature, je le répète encore, et continuer à assumer ses responsabilités professionnelles. Je pense notamment aux dispositifs de travail à distance, aux crèches d'entreprise, voilà, il y a plein d'idées ou de modèles qui sont développés partout dans le monde. On peut s'en inspirer et créer notre propre modèle. Et je reviens sur le plaidoyer du congé de maternité. Voilà, on ne peut pas faire la promotion de l'allaitement exclusif pendant 6 mois et donner 1 mois et demi après l'accouchement aux femmes qui travaillent. Donc, ce n'est pas très cohérent. Donc, moi, je suis très en phase avec cette équité et pas d'égalité, parce que de toute façon, voilà, à compétences égales, il faut juste avoir les mêmes chances. Exactement. C'est tout. L'idée n'est pas de dire que voilà, on prend une femme parce qu'il faut mettre une femme à cette place. Voilà. On a aussi un cerveau, même s'il est pesco. Oui, non, il y a des réflexions. Il y a des réflexions. Mais voilà, c'est ancré, comme tu dis, jusque dans la langue, etc. C'est ancré dans notre société, c'est ancré, voilà. Mais ça change quand même. Les choses évoluent lentement, ce sont des comportements. Et des comportements, on sait que voilà, ça prend des générations à se mettre en place. Mais j'aimerais juste souligner un élément. Ça change chez les hommes et ça doit changer chez les femmes. Tu sais, Sénébou, la première fois que j'ai dit à une amie, je suis en train d'écrire sur les femmes, cette amie était choquée. Ah oui? Comment est-ce qu'un homme peut écrire sur les femmes? Comment est-ce qu'un homme peut être engagé? Comment est-ce qu'un homme peut défendre les femmes? C'est ça. En fait, tu te rends compte, en fait, il y a un gros travail à faire au niveau des femmes elles-mêmes. Aujourd'hui, tu es en train de parler du congé de maternité, le droit de pouvoir allaiter au niveau de son lieu de travail, le droit de pouvoir venir à 9h quand les gens viennent à 8h, parce qu'on a un enfant qui allaite. Mais il faut que les femmes déjà soient conscientes que c'est un droit qu'elles ont. Elles n'ont pas à demander l'avis de qui que ce soit pour ça, c'est leur droit. Et le droit, on lâche, on ne le demande pas. Mais il faut aussi que les autres femmes aussi, parce que parfois tu as des femmes, c'est elles-mêmes qui bloquent les autres femmes. Ah oui. Parce qu'elles vont juger que oh, non, c'est une femme, je vais perdre beaucoup de temps, je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça. Alors que non, tout ça, ça doit être des éléments qui doivent être pris en compte. Alors, tu parles de congé maternité, mais moi je te parlerai qu'on réfléchisse aussi aux règles douloureuses. Il y a beaucoup de femmes, quand elles arrivent au moment où elles doivent voir leurs règles, elles ne peuvent pas travailler, alors que tu n'as rien qui couvre cet élément-là. Donc tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on doit réfléchir.
on doit poser le débat et surtout on doit ouvrir. En tout cas, moi, mon objectif, c'est vraiment faire déplacer les choses, faire évoquer les questions, qu'on réfléchisse ensemble pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Mais d'ailleurs, je lance aussi un pied de nez, c'est comme ça, oui. C'est pas littéraire, hein. À toutes ces femmes que je crois, j'en ai croisé une là, tout de suite là, il n'y a même pas 10 minutes qui me disent ah mais j'aimerais bien faire du sport mais j'ai pas le temps. Donc voilà, donc ça, les femmes se mettent énormément de limites et finalement on se rend compte que quand elles ont décidé de faire quelque chose, elles le font. Elles le font. Donc c'est juste qu'il faut qu'elles se mettent dans cette position de dire que ok, on veut ça, on veut ça, on veut ça et on se donne les moyens d'y arriver. Loin de moi l'idée de donner de faire cette position de confrontation, c'est juste qu'en fait on doit trouver cette synergie là, cet équilibre là et je suis persuadée qu'il existe parce qu'il existe dans d'autres pays et ça marche. Exactement. Voilà. C'est que nous, je te rajouterai juste, faut pas, aujourd'hui aussi, je vois, alors très souvent je vois des réunions, par exemple quand on célèbre le 8 mars, on fait des plateaux, on fait des réunions où on n'invite que des femmes. On exclut les hommes. Ouais. Alors en faisant ça, on est en train de répéter la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir vécu une ségrégation, je vais appeler ça en mettant des guillemets, avoir vécu une ségrégation et vouloir réparer la ségrégation en créant une ségrégation. Alors j'ai été à une réunion à un niveau international et une dame a pris la parole et elle a dit les hommes, vous avez parlé pendant des siècles, maintenant vous vous asseyez et vous la fermez. Oh, c'est ce qu'elle a dit. Ça c'est puissant. Alors vous asseyez et vous la fermez et j'ai dit waouh, mais celle-là elle est en train de nous exclure. Est-ce qu'elle ne sait pas qu'en nous excluant, elle est en train de répéter la même erreur qui a connu. Non, vous savez, je pense que la question du genre, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'humanité. C'est une question d'humanité. Et dans le concert de l'humanité, tout le monde doit être invité. Les hommes ont leur partition à donner, les femmes ont leur partition à donner. Et c'est ensemble qu'on pourra trouver le meilleur équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on cherche l'équilibre. Nous sommes une société qui est en pleine mutation. Les choses changent, nous avons l'influence qui vient d'ailleurs. Nous avons aussi, des aspirations. Et il ne faut pas qu'on se mette de barrières. Alors très souvent, quand on va vers le nouveau, on a tendance à reculer, à aller vers la tradition, à devenir réfractaire. Alors il faut savoir que la culture, elle n'est pas née d'un beau jour. La culture, c'est plusieurs générations qui ont vécu des choses et ça a évolué. Et ça va continuer à évoluer. Donc ne le freinons pas. Que le discours religieux ne le freine pas. Que la tradition aussi ne le freine pas. Mais allons plutôt vers la remise en question perpétuelle et acceptons le changement. Tout à fait. Et donc, on va revenir de toute façon dans la conclusion sur cette problématique de genre. Mais là, on va parler plus précisément de chaque nouvelle et la problématique que tu soulèves par rapport à ça, en commençant par la problématique du sexe de l'enfant par rapport à notre société. Donc, je te laisse revenir un peu sur ça. Et pourquoi justement tu as été inspiré par une histoire vécue. Voilà, et donc ça c'est intéressant de revenir dessus. Oui, alors j'aurais souhaité, et en fait moi dans ma pratique j'essaie de faire ça, tant que c'est possible, de faire assister aux hommes à l'accouchement. Je pense que c'est un moment privilégié, c'est un moment unique de vivre un accouchement, mais malheureusement les conditions ne le permettent pas souvent, parce qu'au niveau des structures, ce sont des salles qui sont communes. Mais moi, dans les situations où ça a été possible, j'ai essayé de le faire. Parce que vous savez, pour un homme assister à un accouchement, ça a quelque chose de magique et ça change le regard qu'on porte sur une femme. Et je pense qu'on ne le vit pas de la même manière. Les femmes, c'est vrai, elles ont très mal, elles ont atrocement mal, mais demandez à une femme après l'accouchement, elle va le dire qu'elle a mal, mais elle ne s'en souvient plus. Elle ne peut plus vous décrire la douleur. C'est physiologique. Parce qu'en fait, lors de l'accouchement, vous avez la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui va permettre la contraction, qui va permettre d'éviter les saignements, mais qui aussi donne un plaisir. Donne un plaisir, donne un soulagement qui fait que la femme, vous avez des femmes, elles accouchent, elles ont envie encore d'avoir une grossesse, d'accoucher à nouveau. En fait, il y a des femmes qui sont amoureuses de l'accouchement parce qu'il y a une sensation qui est unique qu'on ne vit qu'à ce moment-là. Alors pour l'homme qui est en face, ne peut pas décrire ça. Il ne peut pas mettre de mots sur ça. Alors ça dépend des gens. Parfois on a tendance à peut-être exagérer, à majorer, mais c'est toujours quelque chose qui nous marque et qui change de manière définitive le regard qu'on porte sur les femmes. Ce qui fait que, en tout cas moi à titre personnel, chaque femme que je vois, c'est un être que je respecte beaucoup. Parce que c'est un être qui a une expérience que moi je n'ai pas, que je ne peux pas décrire, je ne peux pas mettre de mots dessus.
Alors la première histoire qu'on a racontée, c'est l'histoire de Khadija. Khadija, c'est une dame qui a eu un accouchement qui était très difficile et il s'est trouvé que l'enfant qui est né, c'est une femme. Et le médecin qui a fait l'accouchement, l'enfant est une fille plutôt. Alors le médecin va prendre la fille, très content, après un accouchement très difficile, et va le porter à sa mère. Tu sais, il y a un moment privilégié, juste après l'accouchement, on met l'enfant entre les seins de sa mère. C'est un moment qui est très privilégié, qui permet de renforcer les liens entre cette mère et cet enfant. Les liens étaient virtuels, là ça devient réel. Alors Khadija, quand on met l'enfant sur son corps, Khadija demande quel est le sexe de l'enfant. Et innocemment, le médecin lui dit, c'est une fille. Alors de manière très brusque, Khadija va rejeter l'enfant. Et le médecin va être choqué, ne comprenant pas. Mais après, le médecin, il est partagé. Parce que nous, notre rôle, c'est de traiter. C'est pas d'aller fouiller dans l'histoire. Nous ne sommes pas des sociologues. C'est juste de traiter. Et il y a l'urgence qui est là. Alors, ce médecin, il va traiter l'urgence. Et ce médecin, curieux, quand il va demander, mais Khadija, qu'est-ce qui se passe? Khadija va lui dire que j'ai eu 4 filles. Je n'ai eu que des filles. Et ce médecin, fatigué, parce que l'accouchement était vraiment épuisant, quand il va ressortir, il va trouver à la porte une dame qui était vraiment très stressée. Et la première question que va lui demander cette dame, c'est est-ce que Khadija a survécu? Alors en Wolof, le terme est beaucoup plus puissant, on dit est-ce que Mouchuna? Est-ce que Mouchuna? Et ensuite, quel est le sexe de l'enfant? Et là, le médecin va lui dire que c'est une fille. Et là, la dame dépitée va dire encore une dame qui ne vaut rien. Alors, à travers cette histoire, on a voulu... parce que ce qu'on essaie de faire, c'est juste pousser les gens à réfléchir. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui? Alors, je vous donne une scène qui est très violente. Pour moi, la vie de la femme, la vie heureuse d'une femme, elle s'arrête au mariage. Elle s'arrête au mariage. Parce que quand vous êtes une jeune fille, vous êtes très bien, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes marié, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il faut savoir que le mariage n'est pas facile. Vous êtes marié, on doit vous féliciter, vous donner des cadeaux. On va vous dire que voilà, mais on te dit non, c'est ça, on vous dit, le mariage n'est pas facile. Sache que tu as le haut, c'est du miel, et le bas, c'est du piment. Donc il faut faire doucement, sinon tu vas toucher le truc. Je dis, mais est-ce que ça c'est quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un qui vient de se marier? Alors quand tu es une femme, on t'appelle Djigen Bouérou. Djigen Bouérou, ça veut dire une femme qui est malade. D'accord? Donc la grossesse n'est même pas vécue comme un élément normal, c'est vécu comme une pathologie. Alors quand on accouche, on te dit, est-ce que Mouchunga? Ça veut dire, est-ce que tu as survécu? Ce qui veut dire que quand une femme meurt en donnant la vie, c'est quelque chose de normal. C'est quand une femme, elle échappe à la mort, qu'on se dit gloire à Dieu, gloire à la vie, elle a survécu. Comme si l'accouchement, c'était c'était comme pour l'homme, il faut passer par la case de la circoncision. Pour la femme, il faut passer par l'accouchement. Et quand on sort de l'accouchement, c'est comme un acte de bravoure. Et quand on va dans les zones rurales, on se rend compte que cette mentalité-là, elle fait que beaucoup de femmes, elles rechignent à venir à l'hôpital. Parce que l'accouchement est un acte de bravoure. Il faut accoucher à la maison. Ça va montrer qu'on a eu mal, montrer que ça a été difficile. Et pour être accepté au niveau de la société. Alors on a voulu à plusieurs niveaux montrer ça, c'est-à-dire montrer cette considération qui n'est pas normale, que l'accouchement que je ne puisse pas être enceinte et survivre après mon accouchement, mais aussi montrer le problème qu'il y a. Pourquoi aujourd'hui, quand une femme elle n'a eu que des filles, ça pose problème au niveau de la société. Ça pose un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème est très profond parce que je pense qu'il est sociétal, il est religieux, il est économique, etc. Parce que c'est toutes ces questions-là qui nous les jariment. C'est-à-dire une fille ne sert à rien parce que dans notre société, avant, les femmes n'apportaient pas, on va dire, au niveau économique quelque chose. Après, voilà, un homme, c'est celui qui est censé, c'est lui qui porte la famille. Donc un homme a toujours au niveau de la religion, etc., cette puissance-là, même si certaines personnes me diront non, c'est même pas vrai. Je ne suis pas une experte de la religion, mais je suis persuadée que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ce sont ces arguments-là qui sont pris pour justifier cela. Je ne sais pas si c'est...
Alors moi, en tant que médecin, je ne fais que poser des questions. Et mon but, c'est de pousser les gens à se poser des questions. Réfléchir. Alors devant cette femme-là, on s'est dit, ok, cette femme-là, elle s'est dit, ah, je n'ai eu que des filles, ma belle famille va mettre la pression à mon mari, il va aller prendre une autre femme. Et si cette autre femme, elle a un garçon, ce garçon, quand mon mari va mourir, ce garçon-là, il va prendre tout l'héritage. Il y a cet élément-là qui est en compte. Mais aujourd'hui, je pense que la société, elle a vraiment changé. Les femmes, quand on leur donne la chance de pouvoir être éduquées, on a vu les preuves qu'elles font. Alors soyons sincères entre nous, entre vous et moi, les classes où nous avons été, qui étaient les meilleures dans nos classes? Soyons sincères. C'est pas pour faire le parti de la femme, mais franchement, du CI au terminal, à l'université, les femmes ont toujours brillé. Elles ont brillé malgré le fait qu'elles avaient beaucoup plus de charges que nous. Parce que moi, si je rentre à la maison, j'ai mon repas qui est fait, j'ai mon lit qui est fait. Elle doit apprendre à être une femme, à gérer une maison. D'accord? Et mais malgré tout ça, elles arrivent à donner des meilleurs résultats. À donner de meilleurs résultats. Donc, non, ça change, hein, heureusement. Et c'est justement cette indépendance, les femmes de plus en plus se l'autorisent et comprennent qu'elles ont leur destin en main. Il y a ça aussi, hein, tu parlais d'arracher des droits. Au départ, il faut prendre son destin en main. Mais il faut dire, comme tu dis, dans certaines, surtout les zones rurales, c'est quelque chose encore qui est très, très, très présent et qui est une problématique sociétale. Donc le problème est posé. Oui. OK? Alors, réfléchissez. Elle vit cette problématique d'infertilité au quotidien, elle le subit de manière assez violente. Ah oui, c'est vrai. Alors je pense qu'à travers cette histoire, plusieurs femmes ont pu se retrouver, parce que malheureusement, ce n'est pas une anecdote. Le chemin pour avoir un enfant, c'est souvent un chemin qui est solitaire, malgré le fait que la conception se fasse à deux. Alors nous, j'ai lancé une flèche à mes collègues en parlant de service de gynécologie. Pour moi, on devrait pouvoir créer un service beaucoup plus inclusif où les hommes et les femmes pourraient venir et faire de telle sorte aussi que l'homme ne se sente pas mal à l'aise dans cet environnement-là. Oui, il faut intégrer les hommes dans ces... Voilà. Exactement. Il faut leur donner vraiment la place dans tout ce qui est consultation gynécologique. Voilà. Parce que des fois aussi, il y a des hommes qui veulent. Oui. Mais comme tu disais tout à l'heure, les femmes disent non, c'est pas ta place. Exactement. Voilà. Voilà, le cadre ne permet pas aussi de les accueillir. Exactement. Non, c'est une réalité. Et à travers cette dame, Madeleine, on a voulu, voilà, c'est une manière de rendre hommage à toutes ces femmes-là, mais aussi de narrer leur histoire. Madeleine, c'est une très belle femme qui se présente à la consultation. Une femme qui, en fait, j'insiste sur le fait qu'elle est très belle parce que elle vient avec une parure qui est vraiment étincelante. Vous savez, comme si elle mettait beaucoup de lumière pour camoufler quelque chose. Donc Madeleine, elle va venir, elle vient. Pourquoi vous êtes là? Elle est là pour rien. Rien, parce que rien n'a jamais en elle après 10 ans de ménage. Ah oui. Alors la consultation va être normale, le médecin ne va rien retrouver. Et le médecin étant un être humain et parfois curieux, il a posé la mauvaise question. Il pose la question, mais comment vous vivez cette situation? Alors c'était une question innocente qui n'avait sûrement pas sa place dans la consultation. Et cette question-là va briser un mur. Elle va briser un mur et Madeleine va se mettre à pleurer. Et c'est là qu'elle va commencer à raconter son histoire. Une histoire qui se déroule dans la concession familiale, où malheureusement, quand on n'a pas eu des enfants, on ne peut pas corriger les enfants des autres. Parce que la réflexion qui vient, c'est si tu veux corriger, tu n'as qu'à faire des enfants. Et le pire, c'est lorsque dans la maison, il y a des moutons qui sont attachés et que la belle-mère lui lance très froidement. Même les moutons valent mieux que toi. Elle s'engraisse, les brebis s'engraissent et font des enfants. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Et après, c'est très violent. C'est très violent et malheureusement, ça vient de femmes. C'est des femmes qui malheureusement sont... Parce que c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi à travers l'ouvrage, c'est-à-dire des moments où les femmes, elles font du mal aux autres femmes. Et elles oublient, elles n'ont pas conscience qu'elles font du mal. Et après, c'est un chemin solitaire qui a amené Madeleine dans plusieurs hôpitaux, qui a amené Madeleine jusqu'au Mali,
jusqu'aux villages les plus Les plus reculés. Partout où elle a entendu parler d'un marabout, d'un guérisseur, il est parti. Beaucoup d'argent, mais surtout seul sur ce chemin-là, jamais accompagné. Alors que la conception, elle se fait à deux. Oui, justement. Alors, le problème, c'est pas la femme, c'est pas l'homme, c'est le couple. C'est le couple. C'est le couple. Quand il y a un problème d'infertilité au niveau du couple, l'homme et la femme doivent venir se faire consulter. Vous savez, l'homme peut être responsable, la femme peut être responsable. Mais il y a des situations où les deux sont responsables. C'est ça, une problématique d'incompatibilité. Voilà, ou bien aucun des deux n'a de problème. Il y a des couples où aucun des deux conjoints n'a de problème. Mais c'est juste que le moment n'est pas arrivé. Et après, les gens sont surpris parce que ce qui arrive très souvent, c'est soit on prend une autre femme ou bien on divorce. Et on est surpris, on divorce la femme et la femme, elle se marie, elle fait des enfants. Et après, on est dans le regret parce que c'est la femme qu'on aime. Oui, c'est un problème et c'est quelque chose de récurrent. C'est un problème et ça, c'est quelque chose d'encore très actuel parce que les hommes commencent petit à petit à se mettre en question quand il y a des problèmes d'infertilité. Parce que maintenant, aussi, les médecins ne leur laissent pas le choix. Il faut dire que aussi, les médecins, il y en a beaucoup qui font leur travail. Et qui vont dire à la femme, la prochaine fois, tu viens avec ton mari, sinon c'est pas la peine de revenir. Donc, et il y a un certain nombre de choses à faire pour investiguer le couple, comme tu dis, avant de déjà trouver les responsabilités, s'il y en a, ou sinon, s'il n'y en a pas, juste se remettre à la bonté divine et attendre le moment qui a été choisi pour nous pour devenir parents. Mais ça, c'est et moi, j'appelle aussi, tu parles de chemin solitaire, cette solidarité-là, parce que, surtout pour une femme qui a ce désir d'enfant-là, c'est vraiment très, très, très difficile d'avoir ce désir, parce que c'est pas inné d'avoir un désir d'enfant en tant que femme. Ça, c'est une autre problématique. Mais quand on a ce désir-là et qu'on n'arrive pas à subvenir à ce désir-là, écoute, c'est assez compliqué. Donc, ça, c'est vrai que c'est une remise en question que le couple doit faire avant de poser des responsabilités. Ensuite, quelque chose aussi d'actualité sur lequel on parle beaucoup en ce moment au Sénégal, c'est le cancer. Le cancer, chez les femmes, les problématiques de cancer aussi sont, c'est comment dire en termes de, c'est quoi le terme exact médical? En termes de santé publique? Santé publique, non, l'incidence, la prévalence. Oui. Je cherchais le mot. La prévalence, des maladies cancéreuses est de plus en plus importante, soit parce que aussi notre machine de diagnostic est plus améliorée, qu'on arrive à en trouver plus, parce que des fois, avant, les gens mouraient de ça sans qu'on sache que c'était des cancers. Mais c'est peut-être aussi lié à un certain nombre de facteurs. Donc, tu as rencontré aussi, à travers ces histoires, oui, l'histoire de cancer. Alors d'abord, pour parler des cancers, c'est vrai, aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens de diagnostiquer. Et ça peut expliquer le fait qu'on en a beaucoup plus. Mais il faut savoir aussi que notre mode de vie a changé. Et beaucoup de cancers sont liés au mode de vie. Alors le cancer, on va juste le mettre dans le cadre des maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles, en fait, c'est toutes les pathologies qui ne sont pas données, par exemple, par la piqûre d'un moustique ou bien par le fait de ne pas se laver les mains. Aujourd'hui, notre alimentation, notre comportement a une incidence sur la survenue de ces pathologies-là. Aujourd'hui, quand on parle du tabac, le tabac aujourd'hui, on sait que c'est un facteur qui intervient dans le cancer du poumon. C'est un facteur qui intervient dans le cancer de l'ésophage. Alors, quand on parle de tabac, les gens pensent que, il n'y a que les hommes qui fument, les femmes fument. Beaucoup. Mais ce n'est pas que les femmes fument seulement, mais les femmes sont à côté de fumeurs. Aussi. Et quand on est à côté d'un fumeur, on est fumeur aussi. Passif. Il y a ce qu'on appelle le tabagisme actif et le tabagisme passif. Donc vous êtes une femme, votre conjoint fume, vous courez aussi des risques de développer ce genre de ces cancers. Alors ça, c'est le cancer. Alors on a dit le tabac, on peut citer le cancer du poumon, on peut citer le cancer de la vessie, on peut citer le cancer de l'ésophage. Le fait de manger trop salé. Alors j'aime le dire, le Sénégal, c'est l'un des pays de la sous-région où on mange le plus salé et sucré. Et c'est pas moi qui dis ça.
C'est des recherches scientifiques qui datent de 25 ans qui le disent. On mange très salé. Et le fait de manger très salé est un facteur prédictif des cancers, au niveau de l'estomac. Okay. Après, il y a la consommation de fruits et légumes. Oui. Le fait de ne pas manger de fruits et légumes aussi favorise la survenue de certains cancers, tels que les cancers digestifs. Et maintenant, il y a des informations qui sont des informations de santé publique que toutes les femmes doivent avoir. C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport au cancer du sein, on sait que le fait de sentir une boule au niveau du sein doit pousser une femme à aller se faire consulter. Mais il ne doit même pas attendre de santé, c'est-à-dire ça doit être recherché. Donc c'est très important que les femmes soient conscientes de ces informations-là. Alors nous avons voulu donner ces informations-là, mais aussi saluer le courage des femmes, saluer le courage des femmes qui même devant la maladie veulent rester dignes. Alors cette dame dont on a essayé d'illustrer cette histoire, cette dame Rama, c'est une dame qui savait qu'elle allait mourir. C'est une dame qui met mal à l'aise tout le monde. Elle met mal à l'aise tout le monde parce que quand les gens savent que tu dois mourir, quand les gens savent que tu es malade, les gens ont envie de s'apitoyer sur ton sort. Mais celle-là, c'était difficile de s'apitoyer sur son sort parce qu'elle respirait la vie, parce que celle-là, elle était gaie, parce que celle-là, elle était positive. Donc comment vous allez vous sentir? La personne, elle est malade, c'est elle qui sent la chose, mais elle est positive, elle est gaie. Oui, voilà. On ne peut pas, on se dit si elle-même qui dit ça et qui sait qu'elle va mourir et qu'elle est dans cet état d'esprit-là, comment on peut lui imposer un autre état d'esprit? C'est magnifique. C'est magnifique et c'est un hymne à la vie, mais c'est aussi un hymne au couple. Parce que les gens pensent que très souvent les couples qui marchent, ça n'existe pas. Non, ça existe. Ça existe. Il y a des couples qui marchent et nous allons essayer de l'illustrer ici à travers Demba, qui est le conjoint de Rama. Alors Demba, paradoxalement, Demba, il a tous les signes que Rama a. Rama a maigri, Demba a maigri. Rama vomit, Demba vomit. Rama ne dort pas, Demba ne dort pas. Comme si l'amour avait fait qu'il manifestait tous les symptômes que son partenaire avait. C'est un lien très fort. C'est un lien très fort. On retrouve ce phénomène-là très souvent entre l'enfant et les parents. Il y a des enfants, dès que les parents ne sont pas là ou bien les parents sont souffrants, ils commencent à manifester des signes de maladie. Mais parfois aussi au niveau d'un couple, quand des gens sont très proches, même des amis, on peut assister à ce genre de manifestation-là. Et ceci nous a poussé à dire, je vais juste lire cette partie-là, nous a dit si les femmes savaient, des hommes aimants existent encore, des hommes attentionnés, sincères et responsables, des hommes qui savent partager, pour qui la femme est un partenaire à part entière, dans les bons et moins bons moments, des hommes qui les associent à tous leurs projets. Si le temps installe la routine, un effort des partenaires peut transformer la passion du début en une fusion. Mais ils oublient trop souvent. Ils oublient trop souvent ces petites attentions qui ont permis de conquérir leurs élus. Mais elles oublient trop souvent. Elles oublient trop souvent l'amant devenu conjoint à la venue des enfants tant voulus. Si les femmes savaient. La réussite d'un ménage tient du hasard des rencontres, mais les choix handicapants ouvrent une voie inéluctable à la déception. C'est important qu'on rappelle. Le couple, c'est quelque chose qu'on entretient chaque jour. Chaque jour, rien n'est acquis. Vous savez la manière, l'effort que vous avez fait pour conquérir cette dame-là. C'est-à-dire qu'on fait preuve de beaucoup d'innovation pour conquérir une personne et une fois qu'elle est acquise, on oublie. Exactement. On ne doit pas oublier. Ça doit être on doit être en constante quête de satisfaction de son partenaire. Et vraiment, pour moi, la définition de l'amour, c'est pas la propriété, c'est pas que l'autre être humain nous appartienne, mais c'est vouloir le bonheur de l'autre être humain. C'est ça. Et parfois, ça arrive, parce que ça arrive qu'on aime quelqu'un qui ne nous aime pas. Aimer réellement, c'est pouvoir laisser. Laisser l'autre ne pas nous aimer. Voilà, c'est ça. Parce que malheureusement, vous avez des hommes, parce que la société leur permet, ils peuvent, parce qu'ils ont des moyens, mettre des pressions sur des familles et avoir la femme qu'ils veulent, malgré le fait qu'ils sont conscients que cette femme-là ne les aime pas, mais ils forcent cet amour. Et malheureusement, c'est une vie qui est très difficile que vous allez mener à la femme. Et cette femme, elle va continuer à vivre en se disant que oui, je vais me rattraper sur les enfants. Oui, mais c'est une porte ouverte à plein de choses, à plein de problèmes de société. Exactement. Donc ça sert à rien, mais on va d'ailleurs y revenir dans
aussi dans cette question de genre, toujours dans cette conclusion. On en avait parlé quand on avait parlé de la sexualité expliquée aux hommes, quand on avait fait notre émission, et qu'effectivement, cet effort-là doit être entretenu. Voilà, une relation de couple est entretenue. Moi, je le mets toujours en parallèle avec une carrière professionnelle. On l'entretient, on se forme, on a besoin de se former, on se remet en question, on essaye d'évoluer, d'avoir une promotion, etc. Aujourd'hui, voilà, un objectif ce soir, c'est de dire que je vais rentrer et je vais déclencher une promotion au niveau de mon couple, c'est-à-dire que je vais déclencher quelque chose de nouveau, etc. Et donc, en revenant sur cette problématique de couple et à travers justement ce cancer-là que cette femme vit, on voit vraiment le lien fort et peut-être que c'est la source de cette, de cette aura et elle est vivante parce que quelque part elle sait qu'elle n'est pas seule. Oui, elle est supportée, elle a un support. Parce que vous savez, malheureusement pour les maladies chroniques, alors nous ce qu'on voit en tant que praticiens, c'est la fuite en avant. Malheureusement, c'est au niveau des couples, quand ces genres de maladies-là surviennent, vous avez l'un des conjoints, souvent c'est l'homme. La femme, très souvent, les femmes, vraiment, machallah, elles sont solidaires. Elles sont avec les conjoints jusqu'au bout, très souvent. Même quand on sait que ça ne va. Ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, elles sont avec les conjoints jusqu'au bout. Mais avec les hommes, on a beaucoup de problèmes. En tant que praticien, et heureusement maintenant la loi nous a sauvés, parce qu'avant, par rapport au VIH, c'était un gros problème. Par rapport au VIH, au niveau des couples, très souvent quand vous diagnostiquez un des partenaires, vous avez l'un des partenaires qui refusait de dire le statut à l'autre partenaire. Et vous avez des partenaires qui prenaient leur traitement, qui allaient très bien, et qui voyaient l'autre partenaire tomber malade, sans pour autant réagir. Sans réagir. Alors ça, c'est des choses que nous avons vécues en tant que praticiens, et on était liés. On était liés parce que la loi nous interdit de pouvoir promulguer, de pouvoir parler du secret médical. Mais maintenant, heureusement, la loi maintenant a changé. Maintenant, on peut pousser le partenaire à dire le statut. Son statut, c'est séropositif. Et si on le pousse et qu'il ne le fait pas, on peut nous-mêmes le dire à son partenaire. Et je pense que c'est important. C'est important qu'il y ait une complicité entre les partenaires. Et toujours en restant sur cette thématique-là, je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des nouveaux cas d'infection de VIH surviennent chez des couples stables. C'est des couples stables, c'est-à-dire, ce n'est pas les gens qui sont célibataires, c'est les couples qui sont stables. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui sont mariés, c'est les gens qui sont en couple, mais il y a un qui a un comportement à risque. Et qui va contaminer la famille. Mais on en parlait avec Dr Diop la dernière fois aussi d'ailleurs sur le cancer du col de l'utérus, où vraiment il y a aussi cette problématique-là. Exactement. Et après quand on se met maintenant dans des couples polygames, dans les ménages polygames, là le problème il est énorme. C'est-à-dire, vous savez, il y a des choses qui moi me dérangent. Vous savez, en phénomène de société, vous allez voir par exemple, dans un couple, l'homme par exemple, il va voir ailleurs, et qu'on a une femme qui va voir ailleurs, comment la société les traite? Quand une femme va voir ailleurs, on va la traiter de prostituée, on va la traiter de tous les noms. Quand l'homme va voir ailleurs, on va juste dire il est faible. Il est faible. Et très souvent, cet homme-là, il est pardonné et il revient tranquillement, alors que la femme, elle est répudiée. Alors il faut que ces choses-là puissent être revues parce que le besoin, il est là, il est chez l'homme, il est chez la femme. Donc tous les deux membres du couple doivent faire l'effort. Doivent faire l'effort de pouvoir entretenir cette flamme qui est là. Mais toujours doivent faire l'effort de mettre une communication en place. Vous avez beaucoup de gens qui sont réfractaires à la communication, surtout quand il faut remettre en question certaines choses. Oui, quand il y a de vrais problèmes à résoudre. Exactement. Alors ce n'est pas pour rien. Vous savez, il y a un dicton wolof qui dit Wartan Aksenyerenai. Alors, Wartan Aksenyerenai en français, c'est discuter avec son oreiller. Alors, on ne discute pas avec l'oreiller, on discute avec la femme. Et vous savez, il y a du monde rural, on peut beaucoup apprendre. Vous avez des zones rurales où vous allez voir dans les rencontres, les réunions, c'est les hommes qui vont venir dans les réunions, mais ils ne vont jamais prendre la décision. Ils vont vous dire, attendez, on va réfléchir et après on va parler. Et vous allez voir, la réflexion, c'est le chef de village qui va parler à sa femme. La femme, le lendemain, elle va réunir les femmes. Les autres femmes. Et les autres femmes vont prendre la décision. Mais elles ne vont pas promulguer la décision par respect à la tradition. Elles vont dire aux hommes. Et l'homme, le lendemain, va venir, il va dire, j'ai discuté avec mon oreiller et voilà la décision qu'on a prise. Et cette décision-là, elle est souvent la meilleure. Parce qu'elle est née d'un consensus. D'un consensus, tout à fait. Donc ça, c'est très... moi, je pense que c'est l'histoire qui m'a la plus
touchée parce qu'elle permet de véhiculer un certain nombre de sentiments et puis de problèmes très sérieux. La problématique du cancer, notamment le cancer des femmes, est assez grave dans notre pays. Donc c'était important d'en parler et à travers ce couple-là, c'est encore plus saisissant. Exactement. On ne va pas se larmoyer, etc. Non, du tout, ce n'est pas le but. non, parce que finalement, c'est une belle histoire. C'est une très très belle histoire et donc je vous incite à aller lire ça sur la page du Dr Si et sur yai.sn bien sûr. Donc justement, on parlait de ces femmes-là qui décidaient finalement et qui laissaient la voix et les porter par les hommes. On en vient à au sujet de la prise de décision quand il s'agit de notre santé. Et justement, en tout cas, il y a le combat qu'on fait, c'est donner un maximum d'informations pour que les femmes aient plus d'outils de prise de décision. Parce que la personne qui est informée, voilà, sa décision elle est beaucoup plus éclairée que si elle dit comme voilà, on revient au thème, si les femmes savaient. Donc il faut éduquer ces femmes-là, leur donner du savoir pour qu'elles maîtrisent leur santé, qu'elles sachent quels sont les risques pour avoir, on parlait de cancer, de VIH et d'autres maladies chroniques. Voilà. Et là, notamment, il y a une histoire qui illustre celle de Selvé. Exactement. Alors Selvé, c'est une jeune fille. Alors, on reviendra sur ce qui a provoqué sa maladie. Elle va devenir diabétique liée aux habitudes alimentaires qu'elle va avoir, on va en revenir. Mais surtout, ce qu'on a voulu illustrer, c'est le retard de décision. Vous savez, l'une des premières causes de mortalité dans nos pays, ce n'est pas autant les maladies infectieuses qu'autant. L'une des premières causes de mortalité, c'est le retard de décision. C'est-à-dire le temps qui sépare la survenue de la maladie et le moment où on l'amène à l'hôpital, c'est ce temps-là qui est souvent très long. Qui est souvent très long et qui fait que la maladie se développe et que le malade, quand il arrive chez nous, il arrive à un niveau où les moyens sont difficiles tout est difficile à mettre en place. Alors ce retard de décision-là, il est lié à quoi? Il est d'abord économique. Il est d'abord économique parce qu'une femme, si elle ne travaille pas, si elle n'a pas les moyens financiers, si elle n'a pas une assurance maladie, cette femme-là ne peut pas, malgré le fait qu'elle voit sa progéniture malade, elle ne peut pas amener sa progéniture à l'hôpital. Mais même chez les femmes qui ont la liberté économique, il y a une pression sociale qui est là. Parce qu'il faut avoir l'aval du mari, du conjoint, pour amener l'enfant à l'hôpital. Parce que l'enfant, on dit c'est l'enfant, c'est d'Omobaye, c'est l'enfant du père. On ne dit pas c'est l'enfant de la mère, c'est l'enfant du père. L'enfant de la mère, on dit quand il y a des choses négatives qui se produisent. Mais c'est l'enfant du père, c'est une propriété du père. Alors quand le père n'est pas là, ce rôle dans un couple, si le père n'est pas là, doit être dévolu à la femme. Non, ce n'est pas le cas. Ce rôle, il est dévolu à une autre femme qui représente le père. C'est la tante. C'est la tante, c'est elle qui prend la décision. Si ce n'est pas la tante, c'est la grand-mère des enfants, la mère du père qui prend les décisions. Et tout ça, ça entraîne un retard diagnostic. Maintenant, si on rajoute le fait que, parce que économiquement, les gens, il y a des problèmes économiques qui sont là, mais aussi parce que les gens ils font des dichotomies entre des pathologies de l'hôpital et des pathologies qui ne sont pas de l'hôpital. Quand les pathologies ils ont une dimension neurologique ou bien ils ont des manifestations spectaculaires, les gens ont tendance à penser que ça, c'est pas à l'hôpital qu'il faut traiter ça. Il faut amener la personne malade chez le tradipraticien. Et alors ce circuit-là, vous avez par exemple, toujours si on revient à la problématique du cancer, entre le premier module qui est arrivé, on est parti voir, on a pris la décision pour aller soigner, on est parti voir les tradipraticiens, on arrive à l'hôpital, on perd énormément de temps. C'est ce qu'on a voulu illustrer chez Selvé. Selvé qui se retrouve, qui va avoir le diabète et qui ne va pas être amené à l'hôpital, malgré le fait qu'elle a des signes du diabète, on revient dessus, le fait d'uriner très souvent, le fait de boire beaucoup, le fait de maigrir alors qu'on mange beaucoup. Alors chez cet enfant-là, les parents n'ont rien vu venir. Parce que Selvé, en fait, c'est une petite fille qui aime se gaver et elle aime manger. Elle aime manger et sa mère est contente parce que chaque soir, elle fait les beignets qu'on arrose avec le caramel. Et elle n'est pas étonnée du fait que Selvé, quand elle a 11 ans, elle peut porter les goûts de sa mère. Elle n'est pas étonnée du fait que Selvé ne peut pas porter
d'autres types de chaussures que des sandales. Parce que ses pieds sont très larges. Elle est rassurée quand elle va s'élever, se blottir chaque soir, chaque après-midi à côté d'elle, n'allant pas jouer avec ses copines, mais elle préfère rester à la maison. La mère se dit, ah, moi j'ai une femme, j'ai une fille qui est bien, elle fera une bonne femme. Ouais, elle reste à côté de moi. Parce qu'elle reste à côté de moi. Alors que tout ça, c'était une manière de camoufler un mal-être qu'elle avait. Parce que s'élever, quand elle allait courir avec ses amis, elle ne pouvait pas courir longtemps, elle était obèse. Elle se fatiguait très vite. Elle ne pouvait pas monter sur l'arbre et cueillir cette mangue verte tellement délicieuse dont les enfants raffolent parce que son poids ne lui permettait pas de le faire. Alors ça, c'est pour remettre en question les habitudes que nous donnons à nos enfants. Vous savez, nous sommes responsables. Aujourd'hui, il y a des pathologies, quand ça survient, nous en sommes responsables. Et malheureusement, ça survient après. C'est survenu très tôt, c'est survenu à 13 ans. Mais j'ai d'autres, ça survient à 40 ans. Mais le problème n'est pas lié, c'est pas à 40 ans qu'on a eu le problème, c'est depuis l'enfance. Donc c'est important qu'on essaie d'inculquer à nos enfants certaines habitudes sur le plan alimentaire, certaines habitudes sur le plan de l'activité physique. Aujourd'hui, nous cherchons des ordinateurs, nous cherchons des tablettes pour que les enfants soient à côté et que nous, on puisse travailler. On ne veut pas qu'ils fassent du bruit, mais on ne veut pas qu'ils aillent ailleurs. Alors que cet enfant, il a besoin de bouger. Le fait de bouger, ça fait partie de la croissance naturelle de l'enfant. L'enfant a besoin d'interagir avec d'autres enfants. Il a besoin de se socialiser. Et tout ça, c'est du devoir des parents de pouvoir mettre ça en place. Mon souhait aujourd'hui, c'est qu'on puisse renforcer le pouvoir des femmes, qu'on puisse éduquer les femmes, qu'elles puissent mieux maîtriser la santé. Et que les questions de santé ne soient pas des choses qu'on va apprendre à l'école, mais que ce soit des choses que la mère va transmettre à l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bout. Les choses que ta mère t'a transmises, tu ne l'oublies pas. Non, tout ça. Tu ne l'oublies pas. Alors, c'est ancré. C'est ancré. Donc, si aujourd'hui ta mère, elle t'apprend qu'il faut se laver les mains avant de manger, il faut se brosser les dents régulièrement. Tu peux manger une pomme ou une orange de Casamance qui sont extrêmement juteuses. Exactement. Au goûter au lieu des chips. Exactement. Oui, c'est important. On ne peut pas interdire, on ne demande pas aux parents d'interdire les produits sucrés. L'enfant, il raffole du sucre. Mais il ne faut pas en abuser. Parce que nous tous, on sait que le sucre, il a un effet anxiolytique. C'est-à-dire, quand on prend du sucre, on est calme. Donc, on le devine très tôt. Déjà, le bébé, comme vous voyez, dès que vous donnez du sucré, il se calme. Et vous avez des parents qui en abusent. L'enfant crie sucre, 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 sucre. Mais le sucre, c'est une drogue. Ça fait le même effet qu'une drogue. Il y a une dépendance au sucre qui s'installe. Et après, nous, on le renforce en donnant des chips, en donnant des produits salés. Après, le sel aussi, la même chose. Non, mais puis surtout qu'on oublie que justement, en ne maîtrisant pas des principes peut-être de diététique, de nutrition, on donne des fois des choses qu'on se dit, ah, il n'y a pas de sucre dedans, alors que c'est bourré de sucre. Parce que c'est les pâtes, il y a plein de sucre dedans. Je veux dire, il y a différentes sortes de sucre. Donc cette éducation-là est importante. Oui, il faut qu'on sache aujourd'hui ce qu'on mange. C'est-à-dire, soit on retourne au champ, on va cultiver ce qu'on mange et on sait ce qu'on mange, ou bien on s'éduque. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit poussé vers la consommation. Il ne faut pas qu'on se dise juste que c'est pas cher, j'y vais aveuglément. Il faut aujourd'hui qu'on développe des réflexes, parce qu'aujourd'hui, l'industrialisation, ça va avec une éducation. Il faut qu'on ait les réflexes de voir ce que je mange, c'est quoi, quels sont les composants, qu'est-ce que veut dire aromate. Parce qu'on est éduqué maintenant pour ça, mais on ne l'utilise pas pour ça. Ça reste encore. Les gens, quand on demande quels sont leurs critères pour quand ils choisissent des produits, les gens vont vous dire c'est le prix. Et aujourd'hui, on doit être conscient qu'il y a des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on a vu l'année passée en Europe un problème lié à la viande de cheval qu'on a retrouvé dans les aliments. Alors on sait en Europe les moyens qu'ils ont. On sait comment la société civile elle est debout pour faire face à ça, mais malgré ça il y a des failles. Donc imaginez maintenant dans nos pays. Et ce qui se passe, on ne le dit pas assez, c'est que ces produits-là qui doivent être jetés, ces produits-là nous sont amenés chez nous et nous les consommons. Alors nous ne sommes pas étonnés de voir notre viande qui coûte 2500, 2700, voir une viande brésilienne qui coûte 1500 et nous on va sur la viande brésilienne sans pour autant se poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette viande qui a traversé l'Atlantique pour arriver à Dakar nous coûte moins cher que la viande de notre... Mais il y a un plaidoyer d'ailleurs qui a été fait récemment avec les laiteries du berger qui parlaient justement de cette problématique de lait où effectivement eux ils sont chers, ça vient de Richard Toll, ils sont plus chers que le lait qui vient
d'Espagne ou de Belgique, etc. Parce que, et après, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ce que les pouvoirs publics, ce travail-là, on va dire, de protectionnisme, on ne dit pas de fermer notre pays, mais il y a un certain protectionnisme économique qu'il faut faire et des fois, justement, avec des répercussions sur la santé publique. Exactement. Voilà, donc favoriser cette consommation de proximité, cette consommation locale, je veux dire, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on prenait la poule directement dans la cour pour le préparer, etc. On sait d'où ça vient, on sait ce que ça mange, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont liés, comme tu dis, à notre mode de vie et d'alimentation. Il y a des choix. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je me mets au niveau des politiques, j'essaie de voir comment ils réfléchissent. Ils ont des équations qui sont difficiles à résoudre. Aujourd'hui, ils doivent arriver à l'autosuffisance alimentaire très vite. Il faut y arriver très vite pour plusieurs raisons, mais il faut aussi préserver la santé des populations. Alors parfois, ils font des choix, ok, on va créer des emplois, on va faire l'autosuffisance, même si on sait que le corollaire va être un problème de santé. Mais le truc, c'est que quand le problème de santé va arriver, moi je ne serai pas là de toute façon. Parce que le problème de santé, ça vient 10, 15, 20 ans. 20 ans plus tard. Et donc moi je serai déjà parti, donc on va même pas faire le lien entre moi, ma politique. Et ça. Et aujourd'hui, si vous avez eu la chance de visiter d'autres pays, même de regarder par internet ce qui se passe dans d'autres pays, les gens reviennent à une agriculture bio. Les gens reviennent à la terre. Les gens reviennent au naturel. C'est-à-dire les gens qui ont testé l'industrialisation à outrance reviennent vers des principes beaucoup plus naturels. Exactement. Donc pourquoi nous qui avons ça, on va laisser ça pour aller faire des choses. Alors je vais faire comme ça. Non, on va pas te perdre, on risque de te perdre. Parce que effectivement, on va parler de deux initiatives. On va parler justement parce que donnons des solutions. Alors, on a parlé de ton initiative que tu as eue, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, pour justement sensibiliser sur le diabète, qui a eu un impact au-delà même des frontières du Sénégal. Est-ce que tu peux juste revenir sur ça rapidement? Oui, alors l'année passée, en avril de l'année dernière, c'était la journée mondiale de la santé. Et la thématique, c'était la lutte contre le diabète. Alors nous en avons profité pour lancer, avec l'association Dr Nakamou, et les étudiants de l'université où je suis, pour lancer un challenge, Je préserve ma santé, qui était un challenge qui utilisait l'autodirision, c'est-à-dire pour montrer les habitudes qu'on a et qui favorisent la maladie. Mais notre objectif, c'était surtout d'impliquer des jeunes, que les jeunes se sentent concernés. Parce que ces pathologies-là, c'est comme l'exemple que j'ai donné, ces pathologies se voient à 40 ans, mais elles sont cultivées déjà quand on est jeune. Et malheureusement, on n'en parle pas. Et là, je vais en profiter pour lancer des flèches. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui inviter des gens à parler de diabète et les faire asseoir. Je suis désolé. On ne peut pas dire que le diabète, l'hypertension artérielle sont liés à la sédentarité. Je vous convoque en réunion pendant 2 heures de temps, on va s'asseoir. Il faut qu'on change de méthodologie. Il faut aujourd'hui, on sait que c'est la pratique sportive, qu'on invite les gens à venir faire du sport. Et là aussi, j'invite... Donc ça, c'est la deuxième initiative. La deuxième initiative, c'est le sport. La deuxième initiative, qui a lancé un challenge quand même assez intéressant justement pour motiver les gens à faire du sport. Effectivement, on a lancé un challenge parce qu'on est passé de la prise de conscience, maintenant les solutions. Les solutions, c'est montrer des activités sportives. Alors, il faut toujours faire de l'extraordinaire. Et on s'est dit, voilà, on va montrer aux gens qu'il y a différents sports qui sont possibles. On va lancer le challenge, un sport par semaine. Ça fait qui fait 52 sports pendant l'année. Et en terminant par l'ascension du Kilimandjaro. Alors, quand quand même. Oui, j'aime cette réaction. Non, parce que, bon, moi je veux bien t'accompagner à tester un sport par semaine, mais le kili, est-ce que je suis entraînée pour ça? Mais en fait, on sous-estime notre potentiel. On se sous-estime. En fait, c'est une manière. J'espère que vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes à notre 13e challenge. Alors, on était à 1, on a dit qu'on ne va pas faire 2. On a fait 3, on a dit qu'on n'a pas fait 4. Là, on est à 13 et on va à 52 et on va au Kilimandjaro. C'est pour dire aux gens que rien n'est impossible. Vous savez, les gens se disent que la limite, c'est le ciel. La limite, c'est pas le ciel. La limite, c'est là où vous la posez. Si votre limite, c'est là, hop, vous tombez. Moi, j'ai pas de limite. N'ayons pas de limite. Non, mais ça, c'est... Non, il faut faire cet appel-là très fort. Parce qu'il y a aussi ce bas pour balayer cette sédentarité. Et ce qu'on propose justement à ces mamans-là, c'est
déjà de balayer tous les principes, de dire que j'ai pas le temps, etc., etc. Le temps, on se le donne parce que finalement, quand quelqu'un vous dit, bah, tiens, tel jour, est-ce qu'on peut se voir? Vous regardez votre agenda et vous posez un rendez-vous. Et donc, pour le sport, c'est pareil. Je veux dire, c'est compliqué au quotidien, on le sait, on court, on a une frénésie quotidienne qui est assez prenante. Mais si on se dit que, par exemple, tel jour, je prends 1 heure pour faire du sport, quand quelqu'un nous dit ça, je dis, ah bah non, désolé, hein, sur mon agenda, dans mon planning, c'est marqué que je fais 1 heure de sport. Alors, mes parents, Gaël et Dioben, et mes parents, Saren, ils n'arrêtent jamais le repas. Le sport, c'est comme le repas. C'est-à-dire, c'est physiologique. On a 2 pieds, c'est pour bouger. L'être humain est fait pour bouger. Oui, l'être humain est fait pour être dynamique. Voilà. Quand on ne bouge pas, ça a des répercussions sur notre santé. 100 kilos, voilà. Donc, il faut que nous-mêmes, qu'on fasse la pratique, mais qu'on éduque nos enfants à être habitués à la pratique. Oui, justement, nous, en tout cas, chez IAE, on se dit que ce qu'on propose toujours doit avoir une plus-value par rapport à ce qui existe déjà. Je veux dire, des salles de sport, il y en a tonnes et quintal maintenant à Dakar, c'est très très bien. Sauf que ces salles de sport ne sont pas toujours adaptées aux femmes. Donc la femme, elle va avoir une problématique d'enfant, il faut qu'elle gère son enfant, elle va avoir une problématique d'heure, donc elle ne peut pas faire du sport comme son mari après le boulot, tu vois. Et après, qu'est-ce qui reste en se disant ça? Bon, on s'est dit, tous les samedis matins, on fait du sport. Donc les samedis matins, vous pouvez nous rejoindre pour faire du sport aussi, avec vos enfants. Oui. Parce que ça, c'est important, c'est aussi, ça répond à une autre problématique de lien, en tout cas, on va dire, entre les parents, de faire des choses avec nos enfants, de cultiver cet esprit-là et justement de leur insuffler, parce que nos enfants, ils sont à l'image de ce qu'on leur montre, on est leur référence. Si nous, en tant que parents, on leur montre pas qu'on fait du sport, ils vont pas trouver ça normal quand ils auront l'âge adulte. Donc tous les samedis matins, venez avec vos enfants, du moment où ils ont 2 pieds, qui tiennent sur 2 pieds, ils peuvent venir faire du sport avec nous tous les samedis matins. Exactement. Donc voilà. C'est important, ça doit être une habitude qu'on doit avoir, un réflexe. L'activité sportive, l'activité physique, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose qui est vraiment important. Cultivons-le. L'alimentation, insistons encore dessus. Cultivons-nous à savoir qu'est-ce qu'on mange. Ne laissons pas les choses qu'on a pour aller derrière des choses inconnues, mais aussi ne nous fermons pas. C'est-à-dire aujourd'hui aussi, au niveau du Sénégal, l'offre n'est pas variée. Nous mangeons trop de riz. Et alors les gens aiment dire le riz c'est sénégalais, le riz c'est pas sénégalais. Le riz ça a été importé. On a d'autres plats qu'on a ici, mais même le riz, consommons-le bien. C'est-à-dire aujourd'hui, le riz avec le son, qui connaît le riz avec le son? Personne ne mange le riz avec le son. Vous savez, je vais en profiter, jeter une flèche. Quand les gens vous disent que oui, il y a du riz qui est cultivé ici, qui est meilleur, oui, il est meilleur parce que économiquement les gens en vivent, mais ce serait bien qu'il soit meilleur aussi sur le plan de la qualité. Et moi, quand je parle de la qualité, c'est que on doit avoir du riz complet. Déjà que les gens sachent qu'il y a du riz raffiné, il y a du riz complet. Le riz complet, les gens ne l'aiment pas parce que le riz complet, ça pourrit. Vous savez, le riz qu'on a dans le sac là, ça ne pourrit quasiment pas. Le riz complet, il pourrit. La cuisson, elle est beaucoup plus longue. Mais le riz complet, il est excellent parce que, vous savez, au niveau du son, c'est un film qui recouvre le riz. C'est au niveau du son que vous avez toutes les protéines, que vous avez toutes les vitamines. Et la preuve, le son qu'on appelle tchok en Wolof, on le donne à qui? Le tchok. Oui, on le donne à qui? Aux animaux. Aux poulets. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engraissent. Parce qu'on leur donne le meilleur. Et nous, on prend la partie qui n'est pas idéale. Oui, tout à fait. C'est important qu'on fasse ça. C'est important qu'on s'ouvre. Aujourd'hui, on est à côté de la Guinée, on est à côté du Mali, on est à côté de la Mauritanie. Le Sénégal, c'est une plaque tournante. On a des multitudes de nationalités au Sénégal. Ça doit être une richesse pour nous. Essayons de voir quels sont les plats qu'ils ont. Le meilleur de chaque, voilà. Essayons de l'avoir. De mixer ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est une fierté. Quand on est au Sénégal, c'est un pays où tout le monde se sent à l'aise. Mais même quand tu parles d'ouverture, quand on parle aujourd'hui de cuisine rapide, quelque part aussi, cette cuisine rapide a des vertus, on va dire, nutritionnelles, parce qu'on ne cuit pas les aliments trop longtemps, etc. Et on préserve leur valeur nutritive. Donc on peut prendre puiser de vraiment toutes les cultures européennes, africaines, ethniques, etc. pour brasser justement et enrichir notre culture, on va dire, diététique. Oui. Donc, je sais que ça, on peut en parler pendant des heures, mais on reviendra sur le sport, sur une autre activité. Et là, on va parler de notre avant-dernier point.
on passe du coca là, Oui. franchement, là, Voilà. parce que là. Donc, mais on est toujours dans cette thématique de femmes à travers la pratique. Et là, on va juste parler rapidement de la sexualité dans le couple parce que c'est quelque chose qu'on a abordé de la semaine durant le mois de mars, qui a beaucoup intéressé la communauté à juste titre, parce que on parle de diabète, on parle de fertilité, etc. Mais la sexualité aussi fait partie de notre société. Oui. Non, en fait, je dis vous dans le sens, c'est Oui. la sexualité, c'est le pilier. Oui. C'est le pilier. Vous savez, une personne qui est épanouie sur ce plan-là et quelqu'un qui ne l'est pas, ça se voit. Après ça, je ne vais pas argumenter. J'aime souvent taquiner avec mes collègues. Quand mes collègues viennent et ils ont la mine qui est renfrognée, je dis Ça c'est pas bien c'est pas passé. Non, c'est important, c'est humain. Maintenant, ce qui manque, c'est tellement important et on en parle si peu. Il faut qu'on soit éduqué sexuellement. Vous savez, on a tendance à juste laisser le réflexe. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'apprendre à quelqu'un comment ça fonctionne. Dans le terme de, oui, c'est naturel, hein, mais comment satisfaire, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et il faut qu'on crée, j'espère que YAI va créer des espaces comme ça, où les gens peuvent venir découvrir, sans pour autant ça choque. La sexualité ne devrait pas choquer. Alors moi je t'interromps juste sur ça. C'est qu'on fait des initiatives dans ce sens, mais on se rend compte, on est heurté aussi à cette société qui n'est peut-être pas préparée encore. Des fois on propose des choses où on est en avance par rapport à ça. Les gens ne viennent pas. Quand on dit que ok, vous pouvez venir, on va parler de sexualité, venez accompagné de vos conjoints. Il n'y a que les femmes qui viennent. Les conjoints ne viennent pas. Donc on essaye et c'est pour ça qu'on dit bon, ok, vous ne venez pas pour l'instant, c'est peut-être trop tôt pour venir en parler en public, mais nous on va en parler. Alors nous en tant que praticiens, quand les gens viennent pour nous voir pour sexualité, ils tournent autour du pot. Alors oui, j'ai des maux de tête, oui, et c'est quand la personne elle se lève pour aller à la porte qu'elle pose la question. Donc c'est ça qu'il avait amené. Sinon docteur. Les gens ont peur d'en parler. Alors nous on essaie de montrer une mine, d'afficher une mine parce que bon, les gens ils ont peur, donc ils veulent être sûrs que la personne ne va pas nous juger. Et voilà, mais voilà, vous savez, le médecin, c'est pas seulement quelqu'un qui soigne des maladies. Il est là pour faire de la prévention, il est aussi là pour écouter. C'est vrai que peut-être dans les espaces publics, c'est pas évident, ils ont une multitude de patients à consulter, mais vous devez pouvoir trouver votre médecin avec qui vous pouvez discuter, échanger par rapport à des problématiques qui sont... Le médecin qui nous suit, c'est vraiment une relation, c'est-à-dire que le choix aussi doit se situer à ce niveau-là, au-delà des contraintes économiques bien sûr. Après, c'est une vraie relation de confiance et il faut trouver cette personne-là qui vous met en confiance. Ça peut être à travers plein de critères, mais cette personne-là qui vous met en confiance, c'est cette personne qui va vous permettre de parler des choses les plus intimes chez vous. Et ça, c'est nécessaire. Exactement. Non, c'est important qu'on en parle. Tu sais, moi, j'ai parlé de la sexualité à Medina Baye, dans la cité religieuse. Alors, et ça s'est passé comment? Alors, quand j'ai terminé, les gens, ils écoutaient, et quand je suis descendu, il y avait des patriarches qui m'attendaient en bas. Alors moi, je vois le patriarche qui vient vers moi, il me dit, ok, qu'est-ce que c'est? Mais il m'attrape par la main, il me dit, merci mon fils. Il me dit, merci d'avoir parlé de cette question-là. Alors le lendemain, j'ai une horde de femmes qui viennent en attroupement, ils me disent, merci. Merci d'avoir soulevé ces questions-là. Parce qu'en fait, c'est des questions sur lesquelles les gens ne parlent pas. Vous avez des gens, parfois, au niveau des couples, ils veulent essayer certaines choses. Vous avez l'un des membres du couple qui est réfractaire, ou bien qui voit la chose comme une pratique qui est négative. Alors tout ça, il faut en parler. Chacun a ses limites. C'est-à-dire, aujourd'hui, ne laissons pas la télé, ne laissons pas Internet éduquer nos enfants sur le plan de la sexualité. Parce que ce qu'ils vont leur montrer, c'est pas ça la sexualité. Ce qu'ils vont leur montrer, la sexualité, c'est du respect. La sexualité, c'est du respect. Parce que vous savez, chaque être humain a besoin du plaisir sexuel pour pouvoir s'épanouir. Et ceci ne peut pas se faire sans respect. Il faut un respect réciproque. Moi je me dis, quand on décide de se mettre en couple, il faut avoir conscience d'une chose. Le corps, parce que c'est à travers le corps que la sexualité s'épanouit.
le corps ne nous appartient pas. Ce n'est pas ma propriété à moi tout seul, c'est aussi la propriété de mon partenaire. Oui. Parce que mon partenaire, il trouve du plaisir à travers mon corps et moi, je trouve du partenaire à travers le corps de mon partenaire. Ah, oui. Donc c'est important qu'on fasse attention à l'image qu'on a, c'est-à-dire comment on s'habille, qu'on ne se laisse pas aller, qu'on reste belle, qu'on reste beau, qu'on se soigne. C'est des éléments qui sont très importants. Qu'on lutte contre le quotidien, c'est ça? Oui, qu'on lutte contre le quotidien, mais aussi qu'on soit compréhensif et qu'on puisse accompagner le partenaire. Alors là, compréhensif surtout par rapport aux femmes, parce que les femmes, le corps de la femme change énormément. Tout à fait. Lorsqu'elle est adolescente, lorsqu'elle est jeune fille, lorsqu'elle est mariée, lorsqu'elle commence à avoir des enfants, son corps change, se déforme. Parfois elle-même, elle ne se reconnaît pas. Ou parfois elle-même, elle ne s'accepte pas. Oui. Alors c'est important que le partenaire puisse être compréhensif. Il puisse savoir que oui, ça c'est physiologique. J'ai voulu avoir des enfants. Les enfants, ça s'accompagne de vergetures. Oui. Il faut que le partenaire puisse en être conscient. Mais que ça ne soit pas quelque chose qui soit une remarque blessante. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire des remarques sur le corps. Parce que vous dites à une personne, regarde ton gros ventre là, regarde tes vergetures, elle ne peut pas changer ça. Et elle se retrouve dans une situation qui est vraiment difficile. Mais aussi qu'on soit conscient, nous tous, qu'arriver à un certain âge, même si on fait de l'activité physique, même si on mange ce qu'on mangeait, naturellement on a tendance à prendre du poids. Les gens ils prennent du poids, après ils sont étonnés, mais moi je mange la même chose qu'avant, mais maintenant je prends du poids. Parce que vous grandissez, vous prenez de l'âge. On a ce qu'on appelle le métabolisme. Le métabolisme, c'est-à-dire c'est le fonctionnement du corps, même en dehors de l'effort. Ce métabolisme, quand on prend de l'âge, il se ralentit. C'est ça qui fait que quand on prend de l'âge, c'est là qu'on doit être beaucoup plus actif. C'est là qu'on doit faire beaucoup plus attention à notre diète. Mais malheureusement, c'est quand on prend de l'âge qu'on a de l'argent. Et quand on a de l'argent, on veut rattraper ce qu'on n'avait pas fait. On va dans l'asiveté. On va dans l'asiveté, on va dans la malbouffe. Et c'est là qu'on prend du poids. Et malheureusement, on tombe malade. Et quand on tombe malade, malheureusement, on tombe malade à l'âge où l'argent n'est plus là, parce qu'on est à la retraite. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On s'adosse sur les enfants. Alors que les enfants sont à un âge où eux aussi, ils ont des défis. Ils se lancent dans la vie. Voilà, ils ont des défis en face d'eux. Donc, vous voyez, le problématique de la sexualité, ça va au-delà de la sexualité. C'est des problèmes, comme je disais, d'humanisme, c'est des problèmes de société. Et je pense que le débat, il doit être ouvert. Il doit vraiment être ouvert. C'est vrai qu'il y a une soupape religieuse qui est là, qui fait que dès qu'on parle de religion, les gens ont peur. Ils ont peur de dire quelque chose parce que voilà, on n'a pas envie de blasphémer, on n'a pas envie aussi de choquer. Mais moi, j'aime dire, le peu que je sache de la religion, c'est il y a une phrase où on dit « et vous qui réfléchissez ». C'est-à-dire, quand je dis la religion, ok, j'exagère un peu, mais si je parle par exemple de l'islam que je connais, dans le Coran, on dit « et vous qui réfléchissez ». C'est-à-dire, le Coran parle des gens qui réfléchissent. On ne va pas parler à des gens qui réfléchissent, après on va interdire aux gens de réfléchir. On va leur dire non, Dieu a dit ça, et on s'arrête. Non, nous sommes des êtres humains, on a ça dans la tête, on doit pouvoir réfléchir. Et puis surtout, il y a une liberté qui est, on va dire, autorisée dans le cadre d'une relation, on va dire, de couple. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut s'autoriser. Il faut s'autoriser, l'explorer, il faut varier, il faut changer. Vous savez, l'être humain n'aime pas la monotonie. Il faut changer. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, le week-end, sortez de la maison, laissez les enfants à la maison, allez en week-end. Vous avez entendu? Vous êtes à Dakar, prenez un appartement. Vous savez, les appartements mobiliers là, c'est pas seulement pour les gens qui vont à gauche, c'est aussi pour les couples mariés. Pour les couples mariés, vous pour changer un peu le cadre. Je ne peux pas me payer une maison luxueuse avec tout le luxe, mais pour une journée c'est 15 000 francs, je peux habiter dans un luxe, mais j'amène mon partenaire là-bas. Oui. On se fait plaisir pendant un week-end. Et après on revient, ça resserre les liens. Et pendant les périodes dures, parce que les périodes dures nous avons tous rencontré, les période dures c'est quand l'argent n'est pas là. Les périodes dures c'est quand les maladies sont là. Les périodes dures c'est quand les soucis au boulot sont là. Alors ces souvenirs qu'on a eus nous ont tellement renforcés qu'on arrive à surmonter. Vous savez, il y a une phrase qui est très rigolote. On dit la femme de l'alcoolique, la femme de l'ivrogne ne quitte jamais son voilà, on dit en Wolof c'est beaucoup plus truc. Jabarou Mandikat du Faïmouk. Elle n'a jamais quitté le foyer. Elle quitte pas le foyer. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la sexualité épanouie permet aux gens d'accepter beaucoup de choses. D'être beaucoup plus tolérant à beaucoup de choses. Donc c'est important. Maintenant, la sexualité, tout le monde n'est pas top.
D'accord? Oui. Il y a des gens qui doivent apprendre. Nous tous, nous devons apprendre. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous discutez, vous échangez. Oui, il faut échanger. Aujourd'hui, on a fait ça. J'ai pas aimé ça. J'aurais aimé essayer ça. J'aurais aimé faire ça. Il y a des bouquins. Mes amis, il y a des livres. Il y a le Kama Sutra. Il y a le Kama Sutra. Je ne suis pas là. C'est moi qui le dis. Je suis docteur en médecine. Il y a le Kama Sutra. Allez prendre des livres de Kama Sutra. Lisez les différentes positions. Essayez les différentes positions. Non, mais comme dans tout, il faut s'instruire. Il Il faut s'instruire. Et justement, cette instruction-là, dans le cadre du couple, on a beaucoup d'informations qu'on peut absorber. On parlait, et justement, d'éviter cette éducation qui n'est pas la bonne, et notamment celle qu'ont les jeunes de la sexualité, avec la pornographie qui donne justement une image de la sexualité qui n'est pas la bonne, qui est complètement déformée. Alors qu'il y a d'autres outils sur lesquels on peut s'informer, et même par rapport à ça, des adolescents, ils doivent être sensibilisés à ce que c'est la sexualité pour leur donner la vraie image, pour qu'ils maîtrisent. On parlait d'outils de prise de décision même dans la santé. Donc, outils de prise de décision, de savoir que, ok, quand je suis adolescent, quand je fais un comportement sexuel tel, voilà ce que je risque, voilà ce que, etc. Même pas au-delà des risques médicaux, voilà ce que de risques au niveau de la société, de ma religion, etc. Mais tout ça part, le fait d'en parler permet aux gens d'avoir l'information, d'être éduqués et d'avoir des outils de prise de décision. Donc, jusque dans le couple, donc, Dr. Si a dit, allez lire des livres de Kama Sutra. Oui, allez, je le répète encore. et j'invite aussi les gens qui ont de l'expérience, qui ont du recul à partager. Vous savez, c'est important. Aujourd'hui, la meilleure manière de partager, pas qu'on fasse les mêmes erreurs que le passé. Aujourd'hui, nous sommes là, on dit que le premier être vivant, c'est un noir. Mais si on regarde notre histoire, on ne peut pas remonter au-delà de 1900. Et c'est raconté par d'autres personnes. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a comme connaissance, essayons d'écrire. Écrivons, laissons pour les générations qui vont revenir. La sexualité, alors les gens pensent que c'est quelque chose de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Le tour de la question a été fait. Voilà, on ne fait que redécouvrir ou bien faire des choses différemment. Donc partageons, mais aussi créons des espaces. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive à créer des espaces où les gens peuvent venir discuter. Alors ça, c'est un espace, et je félicite et j'encourage cette initiative de Yai.sn à travers cette télé, parce que ça nous permet d'échanger sur des problématiques comme ça. Alors on ne peut pas toucher tout le monde, mais à travers vos likes, à travers vos partages, ces vidéos peuvent être diffusées à d'autres personnes. Donc je vous invite à souscrire à cette chaîne, à regarder, et je t'encourage aussi, Sénébou, à continuer dans cette lancée-là. Parce que c'est quelque chose qui est important. On se bat, on est là, on est encore là, et peut-être que notre prochaine live, ce sera sur découvrir les positions du Kama Sutra. Why not? Bon, voilà, je touche du bois pour qu'on ait, quand même, qui sait. Mais pourquoi pas? Voilà, moi je te lance l'invitation, on verra de quelle manière on peut faire ça. Alors, il nous reste juste quelques petites minutes pour finir, et je reviens justement à un passage de tes nouvelles où tu parlais justement de la femme, qu'on dise qu'en fait la femme vient d'une côte de l'homme. Oui. Et que cela voudrait dire que les hommes devraient avoir quelque chose de féminin. Alors j'aime le dire, c'est-à-dire s'il y a une chose, vous savez, aujourd'hui l'un des problèmes qu'on a dans le monde, c'est un problème religieux. Mais s'il y a une question sur laquelle les grandes religions sont d'accord, c'est le fait que la femme vienne de l'homme. C'est ça que les religions nous enseignent. Et on y croit parce que nous sommes croyants. Mais si la femme, elle vient de l'homme, ça veut dire qu'il y a de la femme en chaque homme. Non, soyons logiques. Si la femme vient de l'homme, il y a de la femme en chaque homme. Alors, pourquoi moi je vais avoir honte de dire je t'aime? Pourquoi je vais avoir honte de dire j'ai mal? Non, par contre, ça, ils n'ont pas honte. Non. Bon, ils peuvent... L'homme, il a une simple angine, mais c'est la fin du monde, quoi. Bon, bref. Bon, ça, c'est pas l'image qu'on veut véhiculer. On aime la sensibilité, c'est quelque chose que l'homme a tendance à refouler. Et aussi la femme, c'est quelque chose qu'elle ne va pas rechercher chez un homme. Mais c'est normal d'être sensible. Et moi, parce que nous avons une part de femme en nous, la problématique de la femme ne doit pas être vue comme quelque chose lié au sexe, elle doit être vue comme quelque chose qui est juste lié à l'humanisme. Et je pense que, oui, si l'homme, ils ont pris le côté gauche. Ils ont pris le côté gauche, ils ont dû arracher une partie du cœur.
Ils ont pris une partie du cœur. Et le cœur, il se trouve à gauche. Oui. Ils ont pris une partie du cœur parce que les femmes, elles sont sensibles. Parce que les femmes, elles sont aimantes. Donc toi, c'est ça, ton explication de la chose. J'ai jamais vu comme ça. Elles sont sensibles, elles sont aimantes. Et j'aimerais dire aussi que ces femmes-là, elles n'ont pas besoin de nous, Seynabou. Les femmes, elles n'ont pas besoin de nous pour qu'on leur dise c'est quoi le courage. Elles sont courageuses. Les femmes, elles vivent des expériences que nous, hommes, nous ne pourrons jamais vivre. Seynabou, les femmes n'ont pas besoin de nous pour qu'on leur dise qu'elles peuvent réussir et être belles. Elles peuvent réussir, elles nous le prouvent chaque jour. On le voit au quotidien. C'est important qu'elles croient en elles. Quand je dis femme, je pense à ma mère. Quand je dis femme, je pense à ma soeur. Quand je dis femme, je pense à mes filles, c'est mes nièces. Des nièces que j'aimerais qu'elles grandissent dans des sociétés qui leur donnent des droits. Quand je dis femme, je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère qui a lutté pour que ma mère ait accès à l'instruction. Ma mère qui a lutté pour que ma soeur puisse aller à l'école, aller beaucoup plus loin qu'elle. Ma soeur aussi qui lutte chaque jour pour que ses filles demain puissent gagner encore en droit. Alors c'est important que les femmes sachent que là où elles sont aujourd'hui, Seynabou, là où tu es assise aujourd'hui, tu n'es pas assise ici par hasard. Seynabou, tu es le résultat d'une lutte. Parce que tous les droits que tu as aujourd'hui, c'est une lutte qui t'a amené à avoir ça. C'est des femmes à travers plusieurs générations qui ont lutté pour avoir ces droits-là et pour pouvoir aujourd'hui parler. Alors en tant que femme, toute femme doit être consciente de ça. Ne doit pas faire perdre des points, mais doit pouvoir faire avancer les choses. Tout à fait. Et moi je me dis, changer une société n'est pas compliqué. Vous savez, nous, nos sociétés, on est à 65%. 65% de la société a moins de 25 ans. Ça veut dire quoi? On est jeune. Ça veut dire quoi? L'esprit peut être changé. Alors comment ça peut être changé? À travers les femmes, à travers l'éducation. Donc si les femmes savaient. Si les femmes savaient. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Moi, je suis vraiment très très contente de cette discussion. On revient justement sur la thématique du mois de mars, sur lequel on conclut ce mois de mars avec Yaye. C'est que le mois de mars, au-delà de s'arrêter pour célébrer la femme, c'est aussi un moment de bilan. C'est un moment où on fait le bilan, on se pose des questions, on essaie de trouver des solutions. C'est le moment où aussi on redéfinit nos droits, qu'on se remobilise pour se battre pour cela. Et je suis convaincue qu'en fait, comme tu dis, c'est quelque chose qui peut être porté par les femmes. Donc ça, on essaie, voilà, nous à notre niveau, avec beaucoup de, on va dire, d'humilité, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et justement, Yaye TV, c'est une preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, arrêtez de dire que j'aimerais, et de saisir aujourd'hui les moyens qu'on a. Les réseaux sociaux sont là, Internet est là, etc. On peut saisir les moyens qu'on a pour agir à notre niveau. Et si chacun fait sa part du chemin, on arrivera justement à cela. Donc si les femmes savaient, il n'y a pas de difficulté, il n'y a que des opportunités. Il n'y a que des opportunités. Et ça, c'était la citation de Viola Davis quand elle a reçu son Oscar. C'est que la seule chose qui différencie des femmes noires des femmes blanches, ce sont les opportunités. Donc, trouvez les opportunités, saisissez-la et sachez que rien n'est impossible quand on se donne les moyens et qu'on rêve. Oui, c'est important. Non, c'est important. Vous savez, bon, il faut de l'expérience, hein, avec le temps, avec l'expérience. Je pense que plus on gagne d'expérience, plus on est humble. Parce que la vie nous apprend beaucoup de choses. Tout à fait. On reçoit beaucoup de coups. Quand on les vit à l'instant présent, c'est très difficile. Mais ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir et on dit heureusement que j'ai vécu ça. Mais c'est aussi bien de partager. Parce que vous savez, une expérience, c'est des années. Alors quand quelqu'un peut vous partager, vous donner ce qu'il a appris en des années, vous avez ça en 5 minutes. En 5 minutes. Il ne faut pas dire non. C'est fabuleux. Donc soyons ouverts à l'échange. L'échange avec des personnes plus âgées. L'échange avec des personnes différentes. Différents parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques. On n'aborde pas les choses de la même manière.
et essayons de créer la transversalité. Aujourd'hui, NTIC, médecine, c'est une bonne illustration. Voilà. Et continuons à travailler dans ce sens. En tout cas, c'est toujours un plaisir et j'espère qu'on en fera plein d'autres. Je te laisse juste donner la thématique du prochain sport. Le prochain sport en découverte, c'est quoi? Oui, alors chaque dimanche, on a un challenge, un sport de Keep the Doctor Away. Et là, on va faire le CrossFit. Le CrossFit, c'est... CrossFit. Alors, si vous voulez découvrir des sports, voir des sports que vous n'avez jamais entendus... Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que 52 sports, donc il faudra que tu en trouves. Hein? Et c'est magnifique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font au Sénégal, les gens ne le voient pas. Ne le voient pas. On veut que les gens voient. Qu'il y a des gens qui s'activent, qui font certains sports, etc. Exactement. Donc le CrossFit, ce sera dimanche prochain? Ce sera dimanche prochain, à la place du souvenir, comme d'habitude. Parfait. Et vous pouvez suivre nos actualités sur la page Dr Nakamou ou bien Dr Mamadou Sy. Voilà. Et ce sera toujours un plaisir pour nous de partager le peu d'expérience qu'on a avec vous. Non, c'est déjà pas mal. Et nous, Yael, on vous donne rendez-vous samedi matin. Donc vous avez soit le samedi matin ou le dimanche ou les deux. En fait. Voilà. Pour faire du sport, donc samedi matin, vous pouvez venir avec les enfants au Health Business Club au niveau de l'immeuble Québec, donc au rez-de-chaussée. Vous demandez la salle de sport. On y est tous les samedis matins à 9h. Donc moi, je vous donne rendez-vous aussi jeudi prochain pour le prochain live qu'on fera avec une psychologue spécialisée dans la gestion des écrans. Voilà, pour les enfants, parce qu'il faut qu'on en parle du babysitting digital. Donc ça, c'est important. Donc le prochain live, on vous donnera la date exacte, mais ce sera entre mercredi et jeudi prochain. Donc abonnez-vous à la page yael.sn pour justement ne pas rater nos prochains rendez-vous. Et puis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.